On a beaucoup échangé avec Franck et avec les équipes de CBWPP quand on a choisi ce thème. Et forcément, le premier pouvoir auquel on a pensé, c'est le pouvoir d'achat. On a réfléchi à la personne qu'il convenait d'inviter sur scène pour parler de la défense de ce pouvoir d'achat. On a bien sûr pensé à la grande distribution, puisqu'elle le clame haut et fort. On y reviendra tout à l'heure avec Virgile Brodziak. Et finalement, on a choisi d'inviter celle qui défend aujourd'hui le mieux l'accès pour tous à une alimentation saine, durable et vertueuse, et celle qui justement s'attache à lutter contre l'inflation masquée. Il s'agit de l'association Foodwatch. J'appelle à me rejoindre sur scène Karine Jacquemart, sa directrice générale en France, sous vos applaudissements. Ça, c'était le pouvoir des grandes jambes. Ouais. Je n'ai pas ce pouvoir-là. Le chemin le plus court. Karine, vous êtes une journaliste repentie ? Ma collègue, mais une humanitaire repentie. Vous avez travaillé pour, du coup, justement, Action contre... Non, alors attendez, je vais reprendre ma petite fiche, ça va m'éviter de dire bêtise sur bêtise. D'accord. Mission contre la faim et Greenpeace, et vous dirigez Foodwatch depuis 8 ans. Absolument. La super mission de Foodwatch aujourd'hui, ou son super pouvoir, ce serait quoi ? Ce serait de ne plus avoir à exister, mais on en est loin. Parce qu'en vérité, ce pourquoi on milite au quotidien, ce sont pour des choses qui sont totalement fondamentales et pour lesquelles on ne devrait pas avoir besoin de militer, de réclamer, de rassembler, de se battre, puisque ce dont on parle, c'est un droit fondamental, qui est le droit à l'alimentation. Pour être plus précis, on parle aussi du droit à l'alimentation saine, je vais y revenir, choisie, c'est très important. Il y avait d'ailleurs des interventions sur la différence culturelle, c'est très important de respecter ça, de pas tomber dans une sorte de discrimination culturelle, qu'on appelle le classisme, ça va vite quand on parle d'alimentation. Donc saine, choisie et durable, évidemment, c'est aujourd'hui, je crois, dans l'esprit de tout le monde. Et ce droit fondamental, malheureusement, il est au quotidien, il est bafoué. Alors, on ne fait pas de généralité, c'est pas tout le temps, c'est pas par tout le monde, mais à chaque fois que ça arrive, c'est déjà une fois de trop. Et malheureusement, il y a quand même un règne de la désinformation aujourd'hui dans les rayons. Et donc, c'est pour ça qu'on rassemble. Aujourd'hui, Foodwatch en France, c'est plus de 400 000 personnes. Ça augmente tous les jours. Parce que, puisqu'on parle de pouvoir, moi, ce dont j'ai envie de parler, c'est du pouvoir des citoyens, des citoyennes, qui ne sont pas que des consommateurs ou des consommatrices, et qui, bien sûr, ont un pouvoir à exercer et des droits à défendre au-delà d'acheter des produits alimentaires dans les rayons d'un supermarché, même si, bien évidemment, ça en fait partie. Et avant de parler de leur responsabilité, de finalement le poids qu'ils ont sur le marché par leur choix d'achat, qui est une réalité, mais dont on parle trop souvent à mon goût, je pense qu'il est extrêmement important, et on est là pour ça, de remettre aussi un coup de projecteur sur les responsabilités des fabricants et des distributeurs, c'est-à-dire de ceux qui mettent des produits sur le marché qui, trop souvent, ne sont pas en fait en règle par rapport à une alimentation saine. Et quand on voit aujourd'hui l'impact de l'alimentation sur la santé, on est en droit de s'en inquiéter, et au-delà de s'en inquiéter, de regarder ensemble, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, je suis ravie d'être avec vous, de regarder ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter qu'il y ait une épidémie de maladies chroniques ? Le mot épidémie, c'est pas moi qui le dis, c'est l'Organisation mondiale de la santé. On a par exemple relancé et publié une enquête il y a 2 semaines, vous l'avez certainement vu passer, concernant le marketing et la publicité qui cible les enfants pour des produits trop gras, trop sucrés, trop salés. Là, on en appelle justement à tout le monde et notamment aux autorités, mais à tous les acteurs aussi, de pousser pour ça. On ne demande pas des choses hors sol. L'idée, c'est absolument pas d'être contre qui que ce soit, et encore moins contre les acteurs privés, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de dire, à partir du moment où du lobbying ou de la défense d'intérêts privés dépasse la ligne rouge des droits fondamentaux, là, c'est non, en fait. Très concrètement, est-ce que vous identifiez notamment quelques pratiques qui vous semblent propres à disparaître, qui vous semblent nécessaire de faire disparaître? Donc vous parlez de canettes de coca qui vont être co-designées avec des artistes, vous parlez de Peach ou je ne sais plus quelle marque de brioche qui va créer des podcasts à destination des enfants, et vous identifiez encore Oasis qui va créer un tube avec Joule. Est-ce que ça voudrait dire, selon vous, que toute entreprise de marketing de ces produits à destination des enfants doit être abolie? Oui, après je vais réélargir sur l'impact de l'alimentation et la responsabilité de chacune et chacun, et puis le super pouvoir des gens. Mais sur ce sujet précis,
ça fait effectivement plusieurs années qu'on milite avec d'autres associations pour en fait un encadrement, mais appelons un chat, une interdiction de toute publicité et marketing. Ça veut dire des placements de produits, ça veut dire par les influenceurs, ça veut dire évidemment sur les emballages, pour des produits qui ciblent les enfants, pour des produits trop gras, trop sucrés, trop salés. C'est pas moi qui le demande, c'est l'OMS, c'est Santé publique France, c'est la Cour des comptes. J'ai été auditionné par toutes ces institutions, beaucoup d'autres experts l'ont été, et des scientifiques que je ne suis pas. Tout le monde s'accorde à dire qu'aujourd'hui, il faut protéger les enfants de la surexposition à ce marketing totalement débridé. Donc je sais où je suis ici, et encore une fois, faites votre travail, bien sûr, chacun est dans son rôle, bien sûr. Il y a juste une ligne rouge que je vous propose de défendre ensemble, qui est la santé publique et les droits fondamentaux des gens. Juste voilà, quand on se dit, là, je m'approche, je suis en alerte orange, je mets une limite. Nous, on demande en plus une réglementation française et européenne, parce que comme ça permet qu'il n'y a pas de distorsion de concurrence et que les plus vertueux ne sont pas finalement mis en compétition avec des moins vertueux. Donc bien sûr que, in fine, il faut des règles publiques à l'échelle française puis européenne. Foodwatch est à l'échelle européenne, on ne lâche jamais. Quand la France avance sur quelque chose, on pousse à l'échelle européenne. On l'a fait, vous vous en rappelez, sur l'additif E171. Et la France est plutôt un moteur, d'ailleurs. La France sur plusieurs... Alors, il y a beaucoup de choses encore à améliorer, mais c'est vrai que sur plusieurs sujets, la France a été moteur sur le Nutri-Score. Il a fallu se battre un peu, mais voilà. Malheureusement, toujours pas rendu obligatoire en Europe, mais on y travaille. Sur le E171, c'est vrai que la suspension a d'abord été faite en France. Donc, cette interdiction, elle est essentielle. Mais encore une fois, on ne demande pas la lune. On demande juste un effort collectif dans l'intérêt de la santé des enfants. Alors, on parle de quoi? On ne demande pas l'interdiction de toute la publicité sur toute l'alimentation. Bien sûr que non. On demande tout simplement, sur des produits trop gras, trop sucrés, trop salés, au regard d'un tableau qui existe noir sur blanc de l'OMS Europe. Ça veut dire, c'est pas compliqué, ça rentre dans le tableau, on peut faire du marketing de la pub qui cible les enfants, ça sort du tableau pour des raisons nutritionnelles, on ne peut pas. Et du coup, vous avez deux solutions qui sont assez faciles. On reformule des produits, ça a été un des aspects vertueux du Nutri-Score qui a finalement encouragé certains industriels tout simplement à améliorer la qualité nutritionnelle des produits. Et franchement, on en a besoin quand on voit le nombre de nutriments qui ont été remplacés par du sucre ajouté ces dernières années. Et sinon, on fait de la pub ou du marketing pour des produits qui, eux, rentrent dans la case. Voilà, on ne s'arrête pas de vivre. Simplement, on protège un peu les enfants et on se réadapte. Et donc, j'espère que ça passera enfin dans une des propositions de loi qui vont arriver. Il y a la proposition de loi sur le budget de la sécurité sociale qui va être débattue en novembre. J'espère vraiment que ce sera adopté là. Il y a aussi des travaux parlementaires en cours. Alors, est-ce que vous avez l'impression, justement, en parlant de ce que vous en attendez, notamment sur le plan législatif, que le pouvoir du collectif a le pouvoir qu'il mérite quand on voit Bruno Le Maire qui, justement, cet été, après que vous ayez fortement porté ce sujet de la shrinkflation, a obligé, justement, les marques à préciser quand la quantité n'avait pas baissé, quand la quantité n'avait, alors 1, 2, 3, quand la quantité avait baissé mais que le prix n'avait pas baissé, à l'afficher. Vous avez le sentiment que vous êtes entendu, qu'on est entendu? On est entendu parce que du coup on force un peu la main et que en plus ce qu'on demande est extrêmement crédible. Donc si je dézoome un peu, on parle de quoi? On parle de déjà l'impact de l'alimentation sur la santé. On en parlait tout à l'heure. Il peut y avoir effectivement le super pouvoir de l'alimentation avec des effets totalement bénéfiques. Mais aujourd'hui on a aussi l'effet inverse. Quand je vois que dans le monde il y a aujourd'hui plus de gens qui sont en surpoids ou obèses avec des maladies comme le diabète que de gens en sous-nutrition, on a un petit souci. On a un petit souci de qualité de l'offre alimentaire. Et là, les responsabilités doivent être clairement pointées du doigt. Donc, il y a une réglementation européenne en plus, au-delà du droit fondamental, qui dit qu'il est interdit de commercialiser des produits potentiellement dangereux pour la santé. J'ai bien dit potentiellement. Donc, pas seulement celui qui va rendre malade tout de suite parce qu'il y a une salmonelle. Ceux qui, éventuellement, sur des effets toxiques ou cocktails, à terme, peuvent rendre les gens malades. C'est pour ça que quand nous, on dit il y a plus de 300 additifs en Europe, il faut peut-être réduire un peu parce que les toxicologues disent tout simplement on ne peut pas évaluer les risques de l'effet cocktail de tous ces additifs si en plus on les retrouve dans l'alimentation mélangés avec des résidus de pesticides, des huiles minérales qui sont des dérivés d'hydrocarbures, etc. On ne peut pas. Donc en fait on joue avec le feu. Mais on sait très bien qu'on s'expose à des risques incroyables. Donc réduisons. Et quand on fait une campagne pour demander l'interdiction des additifs à base de nitrite, on ne la décide pas par hasard. Moi j'ai une équipe de 9 personnes.
Donc on choisit nos sujets, je vous le dis, on choisit nos combats, parce que franchement, on n'a pas beaucoup de ressources. Mais si on dit, là, on va se fatiguer un peu là-dessus, et on va pas lâcher, et on va réunir, du coup, les 400 000 personnes de notre communauté pour pousser. Et d'ailleurs, au-delà de 400 000, on s'est associé avec l'application Yuka et la Ligue contre le cancer, et c'est en fait plus de 550 000 personnes qui ont signé cette pétition rien qu'en France. Ouais. C'est parce que on dit, mais il y a assez d'éléments scientifiques qui le prouvent, il y a des alternatives pour l'industrie, il est temps d'arrêter. Et encore une fois, on ne demande pas la lune, on n'est pas hors sol, on n'a jamais dit, alors l'industrie de la charcuterie, vous devez arrêter du jour au lendemain. Jamais. Bien sûr que non. On sait que des processus de transformation, ça prend du temps au niveau industriel. Et surtout, il faut impérativement accompagner soigneusement les PME, bien évidemment. Mais ce qu'on exige, c'est une décision politique. Et j'aurais adoré que la filière suive, ça n'a pas du tout été le cas, on peut y revenir, mais franchement, je pensais qu'ils allaient suivre, parce que ce qu'il fallait faire, c'est dire, oui, bien sûr qu'on va l'interdire, parce que c'est risqué pour la santé, il y a des alternatives, mais on prend le temps, parce que là, il faut un peu de recherche, là, il faut accompagner, là, on a besoin de 3 ans. Ok, mais prenons la décision. Voilà. Donc il y a l'impact de l'alimentation sur la santé, et j'en appelle du coup à un soutien pour qu'il y ait cette loi pour encadrer le marketing et la publicité de la malbouffe. Mais il y a aussi le manque de transparence. Voilà. Et en troisième lieu, il y a la question de l'accès. On parle de quoi? On parle d'un droit, et on milite pour ça, à l'accès de toutes et tous à une alimentation saine, durable et choisie. Toutes et tous. D'accord ? Donc, le problème de transparence, et plutôt de manque de transparence aujourd'hui, il est absolument clé, parce que je pense qu'il faut remettre de la transparence pour remettre de la confiance, et que là où il n'y a pas de transparence, il y a de l'impunité, tout simplement. Alors, chacun fait comme il veut, ou se renvoie la balle, comme on le voit trop souvent entre fabricants et distributeurs, en ce moment sur l'inflation, à d'autres temps, dès qu'il y a un scandale alimentaire. Or, s'il y avait plus de transparence sur ne serait-ce que les emballages, là j'en appelle aussi du coup à l'audience aujourd'hui, j'ai la chance qu'on puisse avoir cet échange, j'en profite. Évidemment qu'il y a une question de réglementation, mais évidemment qu'il y a une question de bon sens et de responsabilité. Quand on voit beaucoup d'emballages sur lesquels on pousse, on le voit bien, à la fois jusqu'à la limite de la légalité. Même nous, avec l'équipe, on se dit, on attaque en justice ou pas? Ils sont vraiment limites là quand même. Donc, ne jouons pas avec les limites de la légalité, jouons avec la responsabilité d'informer vraiment les clients, les consommateurs, les consommatrices. Et cette histoire de shrinkflation, elle est à la croisée du coup du manque de transparence. Et c'est pour ça qu'on a une campagne que vous connaissez tous qui s'appelle Arnaque sur l'étiquette. Audrey d'ailleurs, qui est en charge de cette campagne, m'accompagne. N'hésitez pas à la pause à en parler avec elle. Et pourquoi on fait ça ? Parce que c'est pour montrer à chaque fois qu'il y a un problème systémique, de dire attention, dès qu'on regarde un sujet, on trouve 2, 3, 15, 20 exemples. Alors on les publie. Pourquoi on les publie? C'est pas juste pour exister. On les publie pour montrer, pour dire ça suffit. On vous observe. Ceux qui sont vertueux, continuez. Par contre, ceux qui abusent, posez-vous la question et resserrez les limites. Et cette histoire de shrinkflation, c'est à la croisée de la désinformation et de, en plus, la toucher au portefeuille et avoir des pratiques abusives sur les gens les plus précaires. Moi, vous l'avez dit, je vous le dis, c'est perso. J'ai bossé à Action contre la faim il y a plus de 20 ans. C'est comme ça que je me suis engagée dans les ONG. Franchement, je me suis toujours dit à ce moment-là qu'en France, en Europe, on avait les moyens, et financiers et politiques, d'assurer le droit à l'alimentation pour toutes et tous. Aujourd'hui, on a quasiment 8 millions de personnes en France qui sont en insécurité alimentaire. Plus de 5 millions qui se tournent vers une aide alimentaire qui, par ailleurs, est totalement inadaptée parce qu'il vaudrait mieux qu'on travaille en amont et qu'il n'y ait pas ces besoins qui soient créés. Et il faut que chacun se pose la responsabilité dans cette chaîne et de ne pas aggraver les choses. Donc là, sur le truc d'inflation, je vous le dis, s'il vous plaît, faites vraiment attention, prenez vraiment vos responsabilités, agences, marques, distributeurs, tout le monde dans la chaîne en fait, pour que les gens aient la bonne information, ne soient pas floués, surtout dans ces temps difficiles. Et par ailleurs, de la transparence sur les marges, ça ferait quand même du bien de savoir qui fait quoi, parce que là, les gens en ont vraiment marre. Et puis, rendons les produits les plus sains plus accessibles plutôt que le contraire. Aujourd'hui, on a quand même souvent des produits les plus sains sur lesquels il y a des surmarges et des produits qui sont les moins équilibrés, qui, eux, sont effectivement des récompenses. Hein, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un marqueur social de pouvoir aussi acheter du mou, acheter du sucré, avoir quelque chose à offrir à ses enfants. Il faudrait rééquilibrer un peu tout ce système. Merci beaucoup, Karine. Je terminerai quand même par vous demander, parce que vous avez vu qu'on est d'incorrigibles optimistes, hein, c'est un peu le thème de notre matinée,
Est-ce que vous arrivez à rester optimiste, à rester par exemple dans votre façon de vous alimenter, à continuer à avoir du plaisir à la fois en faisant vos courses et en allant, je sais pas, dîner dehors? Oui, oui, et pardon si c'était pas clair, moi je suis venu ici pour apporter un message d'optimisme, c'est-à-dire que c'était pas clair. Votre péché mignon, du coup, pour terminer sur une Non, note, mais du coup, le message d'optimisme, c'est que bien évidemment, c'est pas une fatalité. On n'est pas obligé d'accepter l'inacceptable et tous les maillons de la chaîne peuvent contribuer. Voilà. Moi, j'ai le plaisir et l'honneur de mener du coup une communauté qui a plus de 400 000 personnes et ça va continuer parce que les gens, en fait, ils ont envie de se serrer les coudes pour un meilleur futur. Donc, mon péché mignon, c'est d'être optimiste et de rassembler les gens pour que ça change. Et du coup, je compte sur vous toutes et vous tous aussi et je reste à votre disposition à la pause pour ceux qui veulent discuter. Merci beaucoup, Karine Jacquemart, Foodwatch en France, d'avoir été avec nous ce matin.